Serge César Naoura de la radio Fidesz Toudjeng. J'ai deux petites préoccupations, comme disais-je. La première, quelle est la mission des G5A d'ici à 7 qui réclament justement la cause des victimes? Parce qu'il semble qu'il y a un malentendu dans ce que vous réclamez avec la gestion de la province. Deuxième préoccupation, vous lancez les civismes fiscal. Ça débute quand? Merci. Qui a été constitué pour défendre les intérêts des victimes. Mais les intérêts des victimes, il y en a beaucoup. Mais un aspect essentiel de la lutte des G5, c'est l'arrêt des atrocités. C'est ça la lutte principale des G5A. Et le G5A réclame que justice soit faite pour que les communautés victimes soient rétablies dans leurs droits, leur dignité et leur liberté qui a été confisquée par ces groupes. C'est ça la mission des G5A. Tout le reste, c'est que les internautes écrivent, instrumentalisés, ça ne nous engage à rien. Nous ne sommes pas là pour réclamer de l'argent pour les victimes, mais non, nous réclamons que nous soyons rétablis dans nos droits, nos dignités et nos libertés. Et pour ça, il faut qu'il y ait arrêt des atrocités et que les gens qui ont commis ces forfaits soient jugés et punis sévèrement. C'est la mission principale des G5. La gestion. Nous venons de vous clarifier ici que la gestion d'une entité, c'est l'élément clé d'une paix durable. Une mauvaise gestion n'engendre que une catastrophe et entre autres, ils profitent de cette situation pour instrumentaliser ceux-là qui se disent des démunis pour massacrer les autres. Nous n'avons encore pas quitté notre mission. On ne peut pas continuer à se battre pour... Je vous donne encore un deuxième exemple. Sur la RN 27, les commerçants sans autre, les hommes d'affaires sans autre forme de procès contribuent énormément à des millions avec ce que le gouvernement provincial appelle des surtaxes, qui doit essentiellement être affecté à la réhabilitation des infrastructures routières. Le gouvernement provincial a ravi les fonds. Le gouvernement provincial a les vignettes dont les recettes doivent être affectées pour la réhabilitation des infrastructures. Il y en a encore beaucoup. Mais lorsque les camions ont brûlé sur la RN27, c'était dû en quoi? C'est une mauvaise gestion. Et cette gestion, mauvaise gestion, a engendré aussi des victimes, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Tous ces innocents-là sont des victimes d'une mauvaise gestion. La bonne gouvernance. Si les routes de dessert agricole étaient réhabilitées aujourd'hui en province de l'île, il y aura une circulation intense sur toutes ces routes. Très intense. Croyez-vous que les sécurités allaient s'établir à la hauteur où elle est en train de sévir? Maintenant, non. Parce que ces miliciens, ces criminels profitent aussi de cet état de la route, où l'armée a des difficultés pour mener des opérations. Donc on ne peut pas dissocier ce qui se passe en Ituri de la gestion proprement dite de notre province. C'est impossible. Voilà un peu notre réponse à vos préoccupations. Le civisme fiscal débute quand? Dès la proclamation. Seuls les corps médicaux, les pharmacies, la police et l'armée seront opérationnels. Ça va nous ramener en quoi? Nous l'avons dit dans notre texte. Vous savez par jour ce que perçoivent ces criminels sur la route? Selon nos enquêtes, par jour, ils ont au moins dans les 6 000 $. Dans les 6 000 $. Mais nous sommes en train de financer notre propre mort. Nous sommes en train de financer notre propre mort. Et même plus parce que parfois quand ils se réveillent plein de chèvres dans la tête, on dit aujourd'hui vous allez nous donner 100 $ par véhicule. Et puis il y a combien de barrières?
Et cet argent, ça les ravitaille à munitions. Et c'est le fruit de quoi? De la mauvaise gouvernance. Parce que si on avait des routes là-bas, la mobilité du système sécuritaire n'allait pas leur permettre de se comporter ainsi. On se comprend jusque-là, messieurs les journalistes. S'il y avait, la route était à bon état, est-ce que ces miliciens allaient se comporter à Rouen là-bas face à l'armée? Mais l'armée, quand il a du mal à atteindre, par exemple, les points d'opération où les routes sont à mauvais état, la conséquence, elle est là. La milice se comporte à Rouen. J'ai au moins 4 petites questions, mais 3 questions c'est pour le porte-parole, une question pour le président du G5. D'abord pour le porte-parole, la première question, vous parlez des mots d'ordre pour le civisme fiscal. Comment ça va se passer sur terrain? Et c'est pour viser quel objectif? Parce que la population paye la taxe de l'État, c'est pour faire fonctionner les appareils de l'État, tels que la sécurité et autres. Et pourtant, vous vous dites des victimes des groupes armés en Ituri, mais la sécurité doit travailler à travers la contribution de la population. Ces mots d'ordre-là, sur le terrain, ça va se passer comment? C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, monsieur le porte-parole du G5, dans votre speech, votre exposé, vous faites confiance à l'armée. Mais aujourd'hui, en Ituri, la population qui collabore avec l'armée sur terrain pour montrer là où se trouve l'ennemi, cette population, on la qualifie de groupe armé d'autodéfense ou bien des Zaïre. Alors, monsieur le président, monsieur le porte-parole, est-ce que quand vous faites votre confiance à l'armée et vous les victimes, vous dites que vous collaborez avec l'armée, mais quand vous collaborez avec l'armée, l'autre groupe ou encore des membres d'autres groupes qui se trouveraient proches des groupes armés qui vous endeuillent, vous qualifient d'un autre groupe d'autodéfense. Vous réservez quelle réponse à certaines langues qui vous qualifient de cette façon-là? Et ma troisième question à vous, monsieur le porte-parole du G5, parce que je parlais de ces termes de G5, de Zaïre, nous avons suivi le gouvernement provincial dans un communiqué qui a circulé dans les réseaux sociaux qui disait qu'à Iga Barrière, ce sont les Codeco avec les Zaïre qui sont affrontés. Mais l'armée, dans un message officiel que même les médias ont relayé, a plutôt parlé de l'affrontement entre les FARDC et les groupes armés Codeco, avec un bilan de 27 morts du côté des Assaya et des civils et autres. Je sais comment vous avez réussi ce genre de cacophonie, si je peux l'appeler ça comme ça. Ce sont mes 3 questions pour vous. Et l'unique question pour le président de G5. Monsieur le président de G5, vous avez initié un groupe de 5 communautés victimes. Vous faites des sorties à Kinshasa, vous rencontrez même la présidence. Où en est-on avec cette démarche jusqu'à aujourd'hui? Parce que les victimes, on en compte encore de morts dans les cas des victimes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce G5 a été créé pour se faire de l'argent ou chercher les bailleurs? Ou pour quel intérêt, monsieur le président? Parce que on ne sait pas si à quel point évolue le démarche des G5 à ce que ces histoires s'arrêtent de tuerie en Ituri. Merci, monsieur le président. Iga Barrière, Zaïre s'est affronté aux miliciens. Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est une moquerie. Et le porte-parole de l'armée a déjà répondu à vos préoccupations. Vous savez, le concept et l'équilibration du gouvernement provincial pour monter cette histoire des Zaïre, nous avons déjà répondu à ça. L'unique champ où nous serons très à l'aise avec ce gouvernement provincial, c'est devant la barre. Nous réservons seulement comment le gouvernement provincial a initié des démarches pour monter un groupe d'Isaïr. Et nous avons toutes les preuves. Soyez tranquilles, les jours où nous serons devant la barre, c'est ces jours-là que nous allons les coincer en charge. Mais dire qu'à Iga Barrière, Zaïre s'est affronté aux miliciens, nous répétons très haut, ça c'est une façon de se moquer des gens. Et cette moquerie, soyez rassurés que nous allons en mettre fin. À n'importe quel prix, nous allons en mettre fin.
confiance à l'armée. Nous n'avons qu'une seule armée en République démocratique du Congo. Et lorsque nous demandons, ce n'est pas un secret de polichinelle, je ne sais pas quoi, nous avons demandé à notre jeunesse de s'aligner résolument derrière les forces armées de la République et la police nationale congolaise. Si le gouvernement provincial emballe cette jeunesse qui porte appui aux forces armées en matière d'information, en matière de dénoncer la propre politique du gouvernement provincial d'ailleurs, et c'est aussi malheureux, c'est-à-dire c'est un gouvernement qui navigue à vue, c'est un gouvernement qui a perdu le nord. Mais ce que nous regrettons, lorsque les militaires vont sur la ligne de front pour sauver la population civile, vous qualifiez cette armée de Zaïre, ça c'est une façon de démoraliser l'armée, il laissait les miliciens tuer la population civile. Raison pour laquelle nous demandons pour la dernière fois le départ de ces gouvernements. Mot d'ordre que le civisme fiscal ils vont fonctionner. Nous n'allons pas donner, nous sommes clairs et nets, nous n'allons plus donner l'argent d'une part aux miliciens, c'est un financement explicite de notre propre mort. Ils ont même donné, en même moment, nous ne pouvons plus donner l'argent à ces gouvernements provinciaux qui jouent l'avocat et que nous considérons actuellement l'officine politique de ces groupes armés. Ça, nous n'en avons plus besoin en province de l'Ituri. Et nous assumons, et nous avons des preuves du comportement de ces gouvernements depuis 2017 jusqu'à ce jour. Nous ne le disons pas parce que nous savons nous exprimer en français, mais c'est les journalistes. Nous avons des preuves et nous vous rassurons. Ce n'est pas à eux de nous traduire devant la justice. C'est nous avec eux d'aller devant la justice, nous tous devant la barre. Et c'est là où nous allons montrer devant la justice, voilà la complicité de ces gouvernements provinciaux dans les atrocités du territoire de Djougou et d'Iroum. Vous nous avez posé la question de savoir les différentes missions qu'effectuent les présidents de G5 ou le G5 à Kinshasa. Qu'est-ce que ça porte exactement comme fruit? D'abord, nous voudrons vous rassurer que si le G5 effectue des missions au niveau de la capitale de la République du Congo, c'est exactement pour raconter les autorités, les hautes autorités de la République, afin de leur présenter la lecture exacte des faits qui se passent en province de l'Ituri. Parce que sur d'autres dossiers, lorsque nous avons même une fois échangé avec le chef de l'État, nous avons fait le constat tel que les faits sécuritaires tels présentés à la hiérarchie, soit au niveau du gouvernement national, n'était pas exactement ce qui s'est passé en province. Parce que d'autres dossiers, les gouvernements au niveau de la province ou les autorités sécuritaires présentaient les faits tels qu'il y avait la calmie, il y avait la cohabitation et tout semblait marcher en bonne forme. Et pourtant, les massacres se commettaient du jour au lendemain. Ça d'un côté. Deuxième côté, on ne peut pas parler en province de l'Ituri qu'il y a un affrontement armé entre les communautés. C'est un massacre, comme je l'ai dit, une tuerie unilatérale orchestrée par des groupes armés contre des communautés qui se regroupent au sein de G5A. C'est comme cela que notre mission principale, c'est de porter à l'attention des autorités nationales la vraie version des faits en province de l'Ituri au niveau national. Et pour cela, nous réclamons exactement la fête des atrocités. Mais pour qu'il y ait la fête des atrocités, cela ne passe pas par le dialogue. Parce que le dialogue est la condition d'un affrontement entre les belligérants. Mais lorsque les membres de communautés qui sont réunis sur le G5 ne portent ni les armes, ne portent ni les armes à feu, moins encore les armes blanches, comment vont-ils se retrouver autour d'une table en train de négocier avec les belligérants qui les massacrent du jour au lendemain? C'est comme ça que pour le G5, il n'y a pas question de négociation, il y a l'unique option, c'est la fête des atrocités, mais cette fête des atrocités ne doit passer que par la frappe allemande. Et du surcroît, il doit y avoir l'instauration de la justice qui doit non seulement juger tous ces criminels qui sont appréhendés sur les champs de bataille, mais aussi leurs complices qui sont dissimulés au sein de la province ou dans des institutions au niveau de la province ou même au sein de la population. Et enfin, procéder alors à
une cohabitation, une structure qui pourrait arriver plus tard, parce que lorsque on va anéantir les groupes armés qui sont des génocidaires, lorsque la justice va devoir faire son travail, c'est à ce moment que nous pensons, nous les communautés victimes, ensemble avec les communautés, où au sein desquelles les membres ont pris les armes pour nous endeuiller, nous pouvons nous asseoir autour d'une table et discuter. Voilà un peu les différents lobbying que nous faisons au niveau de Kinshasa, mais surtout pour avoir les regards passionnés des autorités nationales, parce que nous passons et nous constatons qu'il y a une sorte de tromperie orchestrée par le gouvernement provincial et les institutions en province qui trompent la vigilance des autorités nationales, prétextant sur notre essai qu'il y a une guerre interethnique, ou à défaut il doit y avoir une cohabitation ou instauration d'un dialogue entre les communautés. Pourtant, ce dialogue ne peut être que la conséquence d'une frappe armée, d'une justice instaurée par l'État congolais, et en fait alors que les communautés peuvent s'asseoir pour dialoguer. Voilà. Monsieur le Président, finalement, quelle est la part de la responsabilité du gouvernement central dans la gestion de la crise de l'Ituri? Je voulais parler de la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire. Parce que quand j'ai parcouru les textes ici, c'est comme si on s'est plus adressé au gouvernement provincial localement ici. Le président a dit qu'il a été voir le chef de l'État. Il lui a dit les vérités que la province cachait. Est-ce qu'à ce jour, depuis son retour de Kinshasa, il peut me dire à l'opinion quel est le bilan de cette gestion de la crise de l'Ituri? Est-ce que les choses ont avancé ou pas depuis qu'il a dit la vérité au chef de l'État? Je vais parler de comment cette crise des groupes armés dans l'Ituri, notamment Djougou Irum. Deuxième question, on a suivi les porte-paroles, au moins, il connaît au moins combien les groupes armés du côté nord perçoivent comme recette. C'est 6 000 $ américains, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'à ce jour, le G5A peut nous dire combien aussi la province perçoit comme taxe par mois? C'est une question que je voulais poser au président. Et la dernière question, quelle est finalement la contribution de G5A pour que l'Ituri retrouve la paix? Quelles sont les pistes de solution? Qu'est-ce que G5A a déjà fait pour que l'Ituri retrouve la stabilité, la paix et la calme? Je vous remercie. Mais c'est les journalistes et nous venons de vous dire ici que nous reprochons au gouvernement provincial la mégestion. Et cette mégestion est l'un des facteurs essentiels pour une paix durable. La province, comme vous allez lire dans nos speeches, a un budget. Et dans le processus de décentralisation, il y a des responsabilités qui ont été rétrocédées exclusivement à la compétence de la province. Raison pour laquelle il a un budget. Nous avons dit dans nos écrits, dans notre déclaration, que dans l'espace ITA, jamais je n'ai entendu que le budget de la province a été déficitaire. Jamais. Mais toujours, on plébiscite, il y a une conciliation des comptes. C'est-à-dire, en recette, la province a dû réaliser ce qu'il avait prévu comme taxe. On se comprend, mais c'est les journalistes. Ici, vous aviez réalisé la recette, ce qui était prévu dans les budgets. Mais les taxes sont des contreparties. Dis-moi, ce gouvernement provincial, un acte visible qui a été posé 2 ans durant à partir de son budget. Dites-le-moi, vous les journalistes. Un acte visible, voilà ce que fait le gouvernement provincial avec l'argent récolté. Première chose, je vous réponds par une question. Nous avons dit dans notre déclaration que le gouvernement provincial s'est énormément écarté de sa trajectoire, de son programme. Il a encaissé l'argent. Vous avez suivi dernièrement, ils ont encore déclaré avec les députés qu'il y a une conciliation des comptes. Conciliation des comptes, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, les recettes encaissées doivent équivaler normalement à ce que vous devriez dépenser à contrepartie. Mais nous ne voyons pas ça sur le terrain ici.
Mais le gouvernement provincial, maintenant, il a trouvé quelle ruse. Il a laissé cette histoire des taxes. Maintenant, il commence à jouer avec les mots. Il est allé dans les surtaxes. Il quitte les budgétaires. Il va maintenant dans des conventions avec la FEC, avec les transporteurs, même avec les exploitants forestiers. Il va aller maintenant rationner la population. Je dis bien, je pèse mes mots, rationner la population. Je pèse bien mes mots. Ils vont rationner la population. Si vous n'avez pas, par exemple, le contrat qui a été signé pour l'asphaltage de la ville de Bunia, venez, je vais vous donner, je vais vous relever les anomalies et je vais vous renvoyer là où on va vous dire que non, il y a eu même détournement. Effort de guerre. Vous dites que les problèmes sécuritaires, c'était problème d'ordre national. Mais vous avez des efforts de guerre que vous percevez à l'entrée, à la douane, de 100 $ par véhicule. Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Parce que vous avez rejeté toute la responsabilité de la situation sécuritaire sur quoi? Sur Kinshasa. Vous vous réfugiez derrière l'hymne national que nous n'avons pas de rétrocession. Mais nous vous demandons des comptes sur ce que nous vous donnons ici. À Kinshasa, nous allons lui demander pourquoi nous n'avons pas de rétrocession. Mais vous, ce que vous percevez ici, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est ça ce que nous qualifions d'une gestion qui s'est réfugiée derrière les atrocités. 3 exemples. Allez à Moualou avec l'entreprise MMGEM. L'entreprise MMGEM, qui était une entreprise d'une exploitation industrielle, devient maintenant une entreprise d'exploitation artisanale. Les connivences avec le gouvernement provincial, tous deviennent des artisanaux. Il prend 30% sur la sueur des fronts des communautés victimes qui sont là-bas. Il prend 10%, il donne au gouvernement provincial qui n'entre même pas dans la caisse de la province, je vous dis. Nous savons même celui qui part prendre les 10% là-bas. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Mais nous aurons la paix quel jour. Plus loin encore, pour Bafwa. Le forcing des groupes criminels autour des zones aurifères. Vous savez que les intérêts sont croisés à des échelles multidimensionnelles. Où on se surplante sur les mauvais contrats de MMGEM d'une part. On associe la population et les groupes armés pour faire pression sur MMGEM à partir. Mais sous carte, on a d'autres cartes aussi, où on vise autre chose là-bas. C'est-à-dire, avec cette gestion axée sur des business criminels, la paix ne sera pas pour demain à Ituri. La paix ne sera pas pour demain à Ituri. Donc, en conclusion, messieurs les journalistes, c'est une situation où il y a des pêcheurs à eau qui profitent aux pêcheurs à nos troubles. Mais nous aurons la paix quel jour à Ituri. Parce que c'est notre population, ce sont nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos enfants qui meurent à cause de business criminels. Et ça, nous ne pouvons pas être inattentifs à une telle situation à n'importe quel prix. La part du gouvernement, le G5, qu'est-ce que G5 a fait? Je vous dis, nous avons déjà beaucoup fait. Ce que nous faisons, ce que tout le monde ne veut pas faire, c'est de crier. C'est de crier. C'est de crier. Nous devons dénoncer tous les maux qui rongent notre société. Or, tout le monde n'a pas cet talent, cette capacité. Vous conviendrez avec moi, messieurs les journalistes. Parce que les autres, quand vous dénoncez, ça leur fait du mal parce qu'ils gagnent dans ça. Et ils gagnent dans ça. Mais si nous ne dénonçons pas, nous ne crions pas, nous ne menons pas des actions citoyennes, mais ça va devenir un mode de vie à Ituri, la criminalité risque de devenir un mode de vie à Ituri. Et ça, nous ne sommes pas prêts à déposer nos armes. Je crois que j'ai répondu à vos préoccupations à ce sens. Oui. Sinon, vous dites on continue. Ah.
Merci, monsieur le gouvernement central. Par là, du bilan, quelle est la contribution sécuritaire du gouvernement central en procès d'Ituri, vu l'angle de lobbying qu'effectue le G5? Je crois que personne ne va nous contredire que le gouvernement central avait tenté, bien entendu, sous la gestion de la province, solliciter ou envoyer des anciens seigneurs de guerre afin qu'ils viennent négocier avec les frères d'armes d'acier, les frères de la communauté principalement, qui ont pris les armes contre les nôtres. Mais il est certain vrai que dans cette optique de négociation, ces miliciens avaient cessé d'attaquer le gouvernement, l'armée nationale. Mais ces miliciens n'avaient jamais cessé de s'apprendre à nos communautés. Mais grâce aux dénonciations multiples de G5, vous avez vu avec nous que le chef de l'État finalement a eu à rappeler tous ces seigneurs, les anciens seigneurs de guerre qu'il avait envoyés sur le terrain pour négocier avec ces criminels. Et pourtant, ces criminels-là ont continué à perpétrer des crimes contre nos membres de communauté. Bien entendu, ils n'ont pas pu, ils ne faisaient pas la guerre avec les FARDC. Ça, c'est des avancées de lobbying que nous avons effectuées ensemble avec, au niveau du gouvernement national. Sur le plan humanitaire, bien entendu que ici à ce jour, au moins aujourd'hui, nous constatons que l'armée, le gouvernement a pris l'option parce que sous d'autres cieux, vous avez vu le chef de l'État lorsqu'il a présenté son discours le 6 décembre dernier, 2020, il a fait mention sur beaucoup de points sur lesquels le G5 se battait du jour au lendemain. Entre autres, qu'il n'y ait pas intégration de ces groupes armés, ces rebelles, ces forces armées de la République du Congo. Ça, c'est le lobbying, la pression que le G5 a fait, le chef d'État est revenu sur ça. Entre autres, pas d'amnistie à tous ces génocidaires. Il est revenu sur ça. Il a dit principalement que tous ces gens-là doivent être jugés. Ça, c'est par rapport au mémorandum que le G5 a présenté au chef de l'État. Il est revenu pour dire que s'il y aura un justice traditionnelle, seulement après qu'il y ait une cohabitation pacifique, c'est qu'on peut instaurer une sorte de dialogue entre les communautés. Ça, ce sont les lobbying que le G5 a eu à faire au niveau du gouvernement national. Vous avez vu avec nous que même la gestion humanitaire, certainement que les humanitaires tentent de faire quelque chose, le gouvernement national tente de faire aussi sa part, mais vous avez vu avec nous, pour la toute première fois, lorsque le chef de l'État a eu à débloquer une somme de 850 000 $ américains, justement pour tenter de gérer la situation humanitaire des déplacés de guerre qui se trouvent en procès d'Ituri, le gouvernement provincial, ensemble avec les gestionnaires de Caritas, quelques gestionnaires de Caritas, ils ont tenté même de détourner les fonds de l'État congolais. N'était était la pression de la population, cette somme d'argent devrait être même boutiquée ou gérée de l'autre manière. Vous avez suivi avec nous, tous ensemble, que le gouvernement avait débloqué une somme de plus de 1 milliard de francs congolais qu'il a remis entre les mains du gouvernement provincial pour gérer la gestion sécuritaire. Mais cette somme d'argent n'a jamais été utilisée à bon escient pour gérer la gestion sécuritaire. Et cela a été dénoncé par les députés provinciaux. Vous avez vu avec nous que même le président de l'Assemblée provinciale, j'ai dit bien, le président de l'Assemblée provinciale, ensemble avec son vice-président, ils ont écrit une lettre au chef de l'État. Ils ont écrit une lettre au chef de l'État au mois de janvier 2020 pour dénoncer l'implication dans l'insécurité de l'exécutif provincial. Ils ont même dit que le gouverneur de la province est impliqué dans les groupes armés à procès de Ituri. Alors, quel voulez-vous que nous, comme G5, nous puissions bien apporter, si ce n'est que de dénoncer tous ces faits-là? Nous pensons qu'avec le lobbying que nous, les G5, nous faisons, non seulement que la communauté internationale a pris en considération parce qu'elle a apprécié clairement qu'à procès de Ituri, il y a tentative de génocide contre nos communautés. Ça, c'est le niveau de la communauté internationale. La communauté internationale a pris aussi la résolution ferme pour dire que si le gouvernement tenterait de démobiliser ou d'intégrer ces groupes
génocidaire au sein de l'armée, il n'appuiera pas même avec un cerveau. Ça, c'est le lobbying que nous, les G5, nous avons fait. Et cela va même dans le sens du gouvernement national qui a eu à prendre à bras le corps les cris de détresse de, la communauté, de nos communautés. Mais nous attendons encore. Nous attendons parce que qu'est-ce que nous attendons principalement? Qui est la frappe militaire intense contre tous ces criminels qui sont en train d'endayer la place de Ituri, qu'on puisse les affaiblir, qu'on puisse les juger, et ce n'est qu'à faire alors que nous, les communautés, nous allons nous asseoir autour de table, ensemble pour discuter quelles sont les voies et moyens pour une cohabitation pacifique définitive en province de Ituri. Nous pensons que les G5 portent plus pour la gestion de la paix et surtout en dénonçant tous ceux-là qui sont en train de torpiller la question sécuritaire et la question de la paix en province de Ituri. G5 fait pour la paix, ou bien son apport. Si aujourd'hui la province n'est pas totalement en fait, il faut reconnaître aussi que c'est grâce à G5. Parce que G5 appelle toujours ses membres à la retenue. Parce que aujourd'hui, si les membres de G5 prenaient aussi l'arme, les armes contre les gens qui les attaquent aujourd'hui, la province de l'Ituri deviendrait déjà ingérable. C'est ça le point que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Je note que la matière est abondante et c'est quand même pas approprié. Jonathan Passivan de la RTK. J'ai seulement une seule préoccupation au porte-parole. Lors de la présentation des textes des conférences de presse, vous êtes encore revenu pour la énième fois demandant le départ du gouverneur. Et autrefois aussi c'était déjà dit. Est-ce que vous pensez que le départ de l'honorable Jabba Malissa Saïdi peut être une solution à tous les problèmes que l'Ituri connaît aujourd'hui? Merci. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous connaissez cet adage? Est-ce que vous me voyez? Il y a un adage en français qui dit entre deux mots, il faut choisir les moindres. Ah, les moindres que nous avons choisis maintenant, c'est quoi? Ce sont des barques. Le reste, nous verrons après voilà. Pour les points de presse, un exposé que j'ai considéré riche, c'est Franck Assante, correspondant de Top Congo FM et actualité précédente. J'ai des petites questions. La première question, c'est par rapport au départ notamment du gouvernement provincial. Chaque fois, nous constatons que le président du G5 est en contact permanent avec la présidence. Donc, je voulais dire d'une façon directe le président de la République. C'est une question que je m'adresse directement au président du G5. Est-ce qu'avez-vous dit au moins l'État de dire ouvertement à Félix Tshisekedi que G5 n'a pas besoin déjà Maman Sassari dans l'Ituri? Si oui, quelle a été souvent sa réponse? La deuxième question, c'est au porte-parole de G5 en Ituri. Vous avez bien sûr décrété d'une façon officielle à travers les médias le civisme fiscal. On connaît très bien qu'il y a des secteurs qui sont spécialisés sur cette matière pour vous accompagner, notamment FEC, FENAPEC, tout ça. Et nous sommes conscients que ce sont des secteurs qui font partie exactement des communautés victimes. Êtes-vous en contact avec ces secteurs pour la réussite de votre démarche? Est-ce que êtes-vous vraiment en contact permanent plutôt avec ces structures pour que les démarches soient concrètement priorisées? Une dernière question, peut-être à vous. Aujourd'hui, G5. À vous suivant, vous êtes vraiment catégorique pour encourager les opérations militaires, bien que les jeunes qui donnent certaines informations aux militaires qui sont forts, aujourd'hui, sont constitués, ils sont appelés ou soit qualifiés comme des milices, qu'on appelle Zaïd, comme le confrère Bafola dit. Il y a aussi un aspect important évoqué par le gouvernement national à travers la communauté internationale, le processus de DDRC. Dites-nous clairement,
vous êtes contre ou pour le processus de DDRC? Merci beaucoup. Ne voulons pas vous étaler les chantiers de la révolution que nous venons d'amorcer. Ça, c'est une stratégie interne. Il ne faut pas vous dire nous sommes en contact avec qui ou pour faire quoi. Nous décrétons, mais c'était chantier, c'est une révolution qui s'annonce et vous allez attirer les conséquences tout simplement. Opération militaire, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire, il y a des équations. Parce que même les militaires sont également dans cette équation-là. La plupart des militaires qui commettent des exactions, ce sont des factions de Codeco qui ont signé l'acte d'engagement avec l'État congolais. Et les militaires, parfois, ont cette limite-là de les attaquer, le fait qu'ils sont signataires de cet acte d'engagement. En même temps, il y a aussi le processus de DDRC. Cette équation-là. Ah oui. Sommes-nous pour ou contre? Voilà. Nous l'avons dit dans notre texte, on ne peut pas gratifier les criminels. On ne peut pas gratifier les criminels. Entre autres, comme le président l'a dit, si l'intégration de ces miliciens dans l'armée a échoué, c'était sur pression de qui? C'était de G5. Parce que nous avons évoqué comment on peut gratifier les criminels. Il y a au chef d'état-major lorsqu'il est passé par ici. Nous lui avons posé une question clairement, il s'est joint. Êtes-vous fier d'avoir une armée de criminels? On lui a posé la question clairement. Êtes-vous fier d'être appelé chef d'état-major général d'une armée de criminels? Il a dit non. Mais aujourd'hui vous dites DDR, je ne sais pas, DRC, CO, résertion, relèvement. Mais c'est gens-là qui ont pris les armes. Avant de prendre les armes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ici, au relèvement du niveau communautaire, mais à ce moment, on a qu'à relever notre niveau si haut. Si on a besoin de faire ça. Si tout le monde alors vous donne le programme pour nous aussi, bon, vous aussi, bon, on va relever votre niveau, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous donnez nous aussi. Nous ne sommes pas d'accord avec une telle démarche pour nous amener à une paix durable. Parce qu'aujourd'hui, on peut te donner 5 vaches. On te donne une portion de terre. Mais toi, tu ne sais pas élever les 5 vaches. Mais on t'avait donné parce que tu avais pris les... Mais demain, quand tu n'auras pris ces 5 vaches, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore revenir pour répondre sèchement à ta question. Nous ne sommes pas d'accord de cette démarche. Nous demandons qu'ils ont pris les armes unilatéralement, ils ont commis des exactions extrêmement graves, qu'ils déposent les armes, qu'ils reprennent la vie civile, et les commanditaires, les responsables, qu'ils soient traduits devant la justice et jugés sévèrement. Donc la restauration de l'autorité de l'État. Pour l'avenir des communautés qui ont été meurtries avec ces criminels, ce n'est qu'à partir de là on peut encore se dire, mais pourquoi Ouabatu, pourquoi? Quel est votre problème? Mais pas venir surplanter ce que nous qualifions de business criminel, messieurs. Ça, c'est un business criminel. Ça, c'est un business criminel. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ça, soyez rassurés, même quand le président a vu le chef de l'État, il lui a dit ça. Et nous avons écrit d'ici au chef de l'État, nous les 5 communautés, nous prenons déjà au moins dans les 60% de la population de l'Ituri, vrai ou faux? Le chef de l'État n'a qu'à faire la part des choses. Celui qui avait demandé aussi quelle est la contribution de l'État, mais lui aussi il aura des comptes à rendre à un moment donné face au G5. Donc vous optez pour les opérations militaires. Nous l'avons toujours dit, soutenu. Nous avions marché pour ça. Et nous avons fait une marche. Il y en a une deuxième, la plus grande, qui vient encore pour ça. Il y a Gabon, Bitena, Pouchine, Lambert, ça arrive. Notre écrit est clair, nous avons dit jusqu'au jour où nous obtiendrons gain de cause. Donc maintenant nous sommes en train de marcher à contre-courant.
Vous dites pourquoi nous indexons plus le gouvernement provincial. Mes chers frères, qui incarne l'autorité de l'État en province de l'Ituri? C'est qui? Le gouvernement provincial. Dans tous ces dossiers-ci, nous n'avions même pas à crier. À Kinshasa, non. C'est le gouvernement provincial qui doit faire une lecture objective et amener le rapport que voilà la sécurité. Mais lorsqu'un ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, un ministre de l'Intérieur qui est préséant dans un gouvernement provincial, qui a l'absence du gouverneur de province, en principe c'est le ministre de l'Intérieur qui doit prendre la relève. Un ministre de l'Intérieur qui vous dit Alain Ngabo, ce sont des communautés qui sont en train de s'affronter quand les unités de commando sont en opération. Vous trouvez déjà comme ça déjà normaux? Vous trouvez ces gens-là normaux? L'unité commando va en action à Iga Barrière, où il a donné même le bilan de l'action militaire qui a été menée. Mais le gouvernement provincial dit que c'est Zahir qui s'affrontait avec les miliciens. Vous trouvez que ce sont déjà normaux? Vous trouvez que ce sont déjà normaux? Ah non, mais moi non. Moi non. Moi non. L'armée donne même le bilan. Mais allez leur poser la question. Mais l'armée a donné le bilan de la capture des miliciens dans l'action militaire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le bilan de l'affrontement des Zahir avec les miliciens? Pourquoi vous ne leur posez pas cette question? Parce qu'elle évoque l'hypothèse d'une guerre entre une milice Zahir avec les Codeco. Vous, c'est dans votre mission. Nous avons déjà le bilan, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre de l'Intérieur, que l'armée a donné dans son affrontement avec la milice. Mais vous, vous avancez l'hypothèse de l'affrontement entre un groupe de miliciens Zahir avec Codeco. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre bilan? Allez leur poser cette question. Écoutez, ces dossiers de Zahir, je préfère qu'on les taise à notre niveau G5. Parce que nous sommes des témoins en charge contre le gouvernement provincial pour ces dossiers de Zahir. Nous crions très haut, nous sommes des témoins en charge devant le tribunal contre le gouvernement provincial pour les dossiers Zahir. Ils n'ont pas à nous intimider avec ça. Ils n'ont même pas le droit d'aller nous amener devant la justice, eux qui sont partis. Non, nous allons nous refuser. Nous allons leur dire non, pas ici, alors à Kinshasa, vous, tu es des Sambe. Tu es des Sambe, vous, ils nous devant la barre. Soyez patients. Nous avons dit dans notre texte que les champs où nous serons très à l'aise avec le gouvernement provincial, c'est devant la barre. Nous assumons notre déclaration, ce n'est pas pour rien, nous le disons. Les gens croient qu'on avait quoi à ce gouvernement provincial? Tout le monde ne peut pas être gouverneur. Mais dites aussi qu'il n'y a pas une école pour devenir gouverneur. Il y a une école pour devenir gouverneur. Il y a une école pour devenir ministre. Ah non! Ici, vous nous taxez d'ambition de devenir des gouverneurs. Mais laissez-nous nous battre alors pour devenir des gouverneurs. Ne nous donnez pas de mauvaises intentions qui ne sont pas dans notre tête. Ah non! En conclusion, l'intitulé de notre conférence de presse est clair et net. La province de l'Ituri, violation massive des droits de l'homme sur le décombre d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance. Mais c'est les journalistes, la bonne gouvernance, c'est un des facteurs essentiels pour une paix durable aussi. Allez lire la sociologie politique, vous trouverez de grandes théories sur ça. C'est comme en termes simples. Qu'est-ce que les gens disent? Oui, comme si tu as un voisin. Mais aujourd'hui, mais il y a quand même l'amabilité à couler tailler à 1 kilo à Nyama Pemeni. Pourquoi cet adage existe chez nous en Afrique? Pourquoi? Pour éviter les conflits. Pour éviter des conflits, parce qu'il m'a foutu un coup, là-bas, mais ça le met mal à l'aise.
Ça le met mal à l'aise, mais tu ne lui as rien donné. Mais tu l'embêtes avec il est nini quand tu ne lui as rien donné. Tu ne trouves pas que c'est une source de conflit déjà? Tu ne trouves pas ça? C'est comme ça nos sages ont dit. Faites attention à votre voisin. Il ne faut pas vivre comme si tu n'as pas de voisins. Ici, nous élevons cette théorie dans ce qui se passe aujourd'hui. Le G5 est à droit d'évoquer la mauvaise gestion de la province parce que ça fait un des facteurs. Vous nous tuez, mais est-ce que c'est nous qui avions dit que vous n'avez pas de route là-bas chez vous? Vous nous tuez, c'est nous qui avions dit qu'il n'y a pas d'école là-bas chez vous? Vous nous tuez, parfois vous dites, oh, vous nous négligez parce que vous êtes dans la brousse. Et c'est nous qui vous avons mis dans la brousse. Écoutez, les gens qui taxent les G5 des politiques sont déjà des petits esprits tout simplement. Ces internautes-là, oh non, Bamani, ça... Non, écoutez, la mauvaise gestion, elle est là. Et nous nous sommes rendus, au long de notre lutte, il y a un problème de gestion de l'Ituri aussi qui se pose. Et nous venons de greffer ça maintenant. C'est comme ça que nous nous sommes adressés aux députés provinciaux. Comme première institution de la province. Nous nous sommes adressés aux députés provinciaux de nous élucider d'abord cette histoire-là. Nous sommes clairs. Nous ne sommes pas arrogés ou en député, non. On leur a demandé d'élucider nous un peu ça. Ça fait trop de bruit et puis ça met aussi les gens en difficulté. Si la route était bonne, avec 100 à l'heure d'ici, Moualou, les miliciens ne seraient pas en cours de route. Parce que chauffeur, quand il vient d'ici, à 100 à l'heure, à moins que tu sois un mystérieux pour dire que je vais attendre ces chauffeurs au cours de route. Mais ils en profitent parce qu'ils savent que les chauffeurs viennent avec 10 à l'heure à Rosimama. 200 000. Non, je n'en ai pas, tu vas donner 300 000. Clac! Alors téléphoner, non, vous tous mes $300. Mais ces gens-là vous font d'argent, qu'est-ce qu'il faut avec cet argent? Cet argent nous tue. Ça nous tue. Alors, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre maintenant que la mauvaise gouvernance commence à donner ses effets néfastes dans la ruine où se retrouve la province de l'Ituri aujourd'hui, moi, Victor, je regretterai beaucoup. Voilà. Président. Les G7A, d'ici là, nous serons G7A, soyez tranquilles. Il y aura une sortie officielle, ils vont signer la charte et ça sera G7A. Ne cherchez pas à savoir c'est qui, vous le saurez à ce moment. Voilà. Merci. Pour répondre à la préoccupation du journaliste, est-ce que nous avons dit au chef de l'État clairement que nous, le G5, nous ne voulons pas déjà cette Bamani à cause de l'Ituri? Je crois que depuis le 8 août 2020, lorsque nous avons effectué notre marche pacifique, nous l'avons dit clairement. Et lorsque nous avons rencontré plusieurs autres autorités en province de l'Ituri, nous le disons aussi clairement. Non seulement nous l'avons dit au chef de l'État, parce que lorsque j'ai rencontré le chef de l'État, je lui avais dit, n'était par le fait qu'il est irresponsable politiquement, j'allais lui demander à lui aussi de démissionner. Mais parce que la loi le place hors de la responsabilité politique, c'est comme ça que nous, on sait de G5, lorsque nous rencontrons toutes les autorités qui sont politiquement responsables, mais qui brillent dans l'irresponsabilité, nous leur demandons de démissionner. Nous l'avons dit au Premier ministre, nous l'avons dit au ministre de la Défense, nous l'avons dit au ministre de l'Intérieur, nous l'avons dit au gouverneur de la province et nous le disons encore et encore aujourd'hui que tous les irresponsables qui sont responsables doivent laisser la gestion de la province et confier ça à d'autres personnes qui vont nous ramener la paix et la sécurité en province de l'Ituri. Mais le message il est clair, ne payez plus. Ne payez plus. Puis est-ce qu'il y a d'autres messages? C'est ces messages que nous allons animer maintenant. Ne payez plus. Et c'est pour quelle durée? Mais limité jusqu'au jour où nous aurons gain de cause.